Christian, bonjour. Bonjour. Que de bonnes nouvelles pour les marchés actions. Croissance mondiale synchronisée. La croissance est en effet diffusée un peu partout, dans toutes les grandes régions économiques du monde. Réforme fiscale aux États-Unis qui est finalement passée, donc soutien à la croissance américaine, qui reste le principal moteur de l'économie mondiale. Pas d'inflation non plus, c'est une bonne nouvelle, hein. Donc on a le meilleur des mondes. Le seul problème, est-ce que tout ça n'est pas déjà dans les cours ? C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on a rarement fini une année avec aussi de bonnes nouvelles. Alors, c'est bien, hein, ça justifie en partie la performance des marchés, mais on est en train de déjà se poser la question, qu'est-ce qui est important pour l'année prochaine? Et finalement, est-ce qu'on n'a pas intégré toutes ces bonnes nouvelles? Et c'est vrai que la grosse différence aujourd'hui par rapport à il y a un an, on pouvait douter de la force de la reprise, même si peu de personnes étaient négatives, mais on pouvait dire que c'était peut-être une reprise molle ou ça allait encore être difficile, notamment pour l'Europe. Et oui, donc, on ne s'attendait pas à ce que l'Europe performe comme ça. Hein. Donc, et toute l'année, finalement, on a couru derrière ces révisions à la hausse. Et ça a été un énorme soutien puisque les analystes n'ont pas arrêté de réviser à la hausse leurs projections de résultats. Les entreprises ont sorti quand même des résultats au-dessus des attentes, mais c'est parce qu'on avait cette conjoncture qui était plus forte qu'attendue. Là, on ne peut pas dire que les gens soient très pessimistes et je pense qu'en grande partie, les bonnes nouvelles et la solidité de la croissance, c'est dans les cours. Donc, on ne peut pas dire que demain, on va monter avec cet élément-là, même si ça reste globalement positif, naturellement. Alors, en effet, l'environnement est positif, mais justement, quand on ne voit plus que le monde au travers de lunettes roses, c'est qu'il faut s'interroger le plus souvent sur les risques qu'on a mis de côté. Et est-ce que finalement, dans la réforme Trump, qui a fait saliver les marchés pendant de longs mois, hein, et qui a assuré une progression des indices tout de même assez notable après l'élection, juste après l'élection de Trump, justement, est-ce que la réforme de Trump ne porte pas en elle-même un risque, puisqu'elle intervient au moment où le cycle américain est un peu en bout de course, on a une bonne croissance, on a un taux de chômage qui est très bas, et là, on réinjecte finalement de l'argent dans le système, on soutient la consommation. Est-ce qu'on ne va pas provoquer des tensions inflationnistes qui vont amener la Réserve fédérale finalement à durcir un peu plus que prévu sa politique monétaire et donc faire dérailler pour de bon, cette fois, la croissance américaine? Oui, autrement dit, est-ce que c'est un accélérateur de fin de cycle? Parce que la grande question aujourd'hui, on peut dire la bourse américaine est chère. Bon, oui, elle est chère, mais si on est sur une croissance, si on est sur un cycle économique encore long et qu'on ne voit pas cette fin du cycle, on va dire on a du mal à vendre la bourse américaine, même si elle peut paraître un peu chère. Mais la vraie question, c'est est-ce que finalement ce plan de relance ne va pas accélérer cette fin de cycle? La fin de cycle, elle n'apparaît pas par magie comme ça. Hein. Il faut un élément qui explique. Un catalyseur. Et le catalyseur, ça reste toujours l'inflation. La réaction des taux longs face à des anticipations d'inflation qui se redressent, pas forcément les chiffres d'inflation, c'est juste si d'un seul coup le marché obligataire venait à corriger parce qu'on se dit il y a un risque inflationniste, et ben la simple remontée des taux longs ralentirait ou impacterait la croissance américaine et puis derrière on aurait la Banque centrale qui devrait durcir le ton et dire je ne vais pas seulement revenir à mon taux neutre, je vais commencer à appuyer sur le frein et ça serait très négatif pour le comportement des marchés. Donc là c'est vrai qu'on est dans un paradoxe parce qu'on a des marchés qui ont joué cette réforme fiscale. Alors sur une partie, je le reconnais, c'est tout ce qui est baisse du taux facial, alors de 35 que personne ne payait réellement à 21, on va dire. Ça, c'est l'effet purement mécanique, ça joue mécaniquement sur la progression des earnings l'année prochaine, des résultats des entreprises, donc ça c'est mécanique. Par contre, la vraie question économique, c'est est-ce que derrière, on ne relance pas l'économie, est-ce que ça n'attise pas les tensions inflationnistes? Parce qu'on a un doublement du plafond du revenu imposable aussi, ouais. Donc ça c'est un soutien aux ménages. On a un taux maximum d'imposition qui baisse également. Donc, oui, on dit que c'est 900 $ par ménage, c'est ça? Voilà, c'est un chèque. Surtout, ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, ils vont recevoir entre février, mars, avril, hein, selon, un chèque qui est finalement l'ajustement des impôts. Et ça, ce chèque-là, ça peut vraiment stimuler énormément la consommation. Alors, c'est très inégalement réparti, c'est pas égal entre les États. Hein, ça, c'est vraiment la moyenne. Mais au-delà de ça, il y a quand même un boost de revenus que vont avoir les ménages sur le premier semestre. On va dire, je vais large. Ça peut relancer la consommation, mais ça peut aussi inciter les distributeurs qui, pendant longtemps, n'arrivaient pas à relever leur prix, à relever un peu plus leur prix. Donc, il faudra suivre de très près le comportement de l'économie. Et derrière, surtout, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le marché obligataire nous dit qu'il n'y a pas de risque inflationniste. Alors, j'allais y venir. Voilà, c'est ça le problème. Les taux longs américains sont bas. Ils ont légèrement remonté là, ces dernières heures, ces derniers jours, mais ils sont très bas. Donc, ils ne
n'intègre pas l'idée d'un scénario inflationniste. Et donc, ça veut dire aussi peut-être qu'il n'intègre pas que les mesures fiscales adoptées par l'administration Trump produisent des effets considérables. C'est un peu ce qui nous gêne aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui les anticipations d'inflation sur le marché obligataire, on nous dit globalement les cours du pétrole ont monté, c'est pas inflationniste. Alors qu'avant, c'était quand même un petit peu sensible, même s'il n'y avait pas une boucle prix-salaire, mais on se disait au moins les prix de l'essence, ça augmente, ça joue sur l'indice des prix. Donc on voit le marché obligataire a complètement évincé le dit en se disant le risque pétrole, c'est zéro risque inflationniste. Le risque accélération de la croissance, c'est zéro risque inflationniste parce que finalement, le marché ne croit pas en la capacité des entreprises à relever leur prix de vente. Et puis là, on se fait un plan de relance, ça n'a pas relancé un petit peu les anticipations d'inflation. Et ce qui me gêne, c'est surtout le fait qu'on anticipe zéro inflation. C'est pas le fait, je ne suis pas sûr que ça va relancer l'inflation, mais j'aurais été plus confortable que le marché finisse l'année en se disant il y a quand même un petit ajustement à faire, le risque inflationniste est quand même augmenté. Donc là, c'est un peu le problème, c'est quand on ne croit pas en quelque chose et si on commence à le craindre, ça peut là, à ce moment-là, faire un peu réagir un peu violemment les marchés. Alors, on va quitter le marché obligataire, on va revenir aux sociétés. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous avez fait toute une démonstration pour nous dire bon, c'est l'inflation qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et vous nous avez expliqué que cette inflation, elle était déjà tangible dans certains prix à la production, mais que les entreprises n'étaient pas en mesure de répercuter, en tout cas la majorité d'entre elles n'étaient pas en mesure de répercuter les hausses de prix à la production dans les prix de vente, ce qui signifiait que leur marge commençait à se détériorer. Est-ce que finalement, ce n'est pas là que se situe encore une fois le principal risque? Et est-ce que ça ne doit pas être finalement un outil de discrimination et de sélection des valeurs en bourse, cette capacité à dicter les prix aux consommateurs? Très clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, il y a des hausses de coûts. Il y a des hausses de coûts de production, il y a des délais de livraison qui augmentent, il y a des capacités de production qui sont utilisées à plein, et on est aujourd'hui sur des tensions sur l'outil de production. D'ailleurs, un des débats des économistes, c'est de dire est-ce qu'on peut aller beaucoup plus vite? Donc on voit qu'on commence à se dire on atteint quand même la limite du rythme de croissance. Donc face à ça, ça veut dire quoi? C'est quand même des éléments qui disent qu'il y a des pressions inflationnistes. Donc je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a des pressions inflationnistes. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément dans l'indice des prix à la consommation une très forte hausse de l'indice des prix à la consommation. Mais en un an, les pressions inflationnistes sont fortement augmentées. Et clairement pour l'année prochaine, l'élément discriminant, ça sera les entreprises qui payent la facture finalement, qui payent la facture de ces pressions inflationnistes. Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que c'est l'entreprise? Pour la bourse, c'est un peu ça. Voilà, et surtout pour le marché boursier, ça sera plus de se poser la question qui va maintenir ses marges. Encore une fois, la progression des chiffres d'affaires, la bonne tenue des ventes, c'est intégré aujourd'hui. Ce n'est pas un élément de surprise pour l'année prochaine. Par contre, si on a 2-3 sociétés qui sortent des résultats un peu mitigés parce qu'ils n'ont pas pu répercuter aux consommateurs les hausses de coûts, là, on pourrait avoir des effets un peu plus négatifs. Donc, c'est ce que vous dites à vos clients, sélectionner les entreprises qui ont, en mauvais français, du pricing power, c'est-à-dire cette capacité à répercuter la hausse des coûts dans les prix finaux? Oui, parce qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a certes une croissance qui revient, mais c'est une croissance qui profite assez peu à la classe moyenne. Alors, la classe moyenne profite d'amélioration du marché du travail et tout ça, mais il n'y a pas de forte hausse de salaire. Ça revient avec l'idée qu'il n'y a pas de tension salariale. Donc forcément, ça se retrouve aussi au niveau du consommateur par le fait qu'il n'a pas le sentiment d'avoir une très forte croissance de son pouvoir d'achat. Du coup, on est face à des sociétés qui se battent encore sur l'argumentaire commercial du prix. C'est vraiment l'effet prix. Donc ça, ce n'est pas gênant quand vous avez des baisses de coûts de production hors salaire. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On commence à avoir des hausses de coûts de production et derrière, on a un consommateur qui est hyper sensible au prix. Donc derrière, il peut y avoir des grosses déceptions. Il faut vraiment regarder aujourd'hui. Il y a le minerai de fer qui augmente. Donc ça, c'est un élément acquis. Après, il y a le sidérurgiste, il répercute ça à son client. Mais est-ce que derrière, mon constructeur automobile va pouvoir répercuter ça et monter le prix de ses voitures? Et là, quand on s'adresse à la classe moyenne, c'est difficile. Peut-être que si on s'adresse à des voitures de luxe, déjà le prix de l'acier dans le prix de la voiture, c'est très faible. Et en plus, je m'adresse à une population qui a une très forte croissance de ses revenus. Donc là, j'ai peut-être plus la capacité de lui faire passer des hausses de prix qu'une classe moyenne qui souffre encore en termes de perception de croissance de revenus. Donc on regarde les sociétés ou les secteurs qui ont du pricing power et on les privilégie dans les portefeuilles en ce début 2018.
C'est, à mon avis, la meilleure des stratégies. Et c'est vrai que c'est plus complexe que d'habitude, puisque en général, on dit jouer valeurs de croissance, jouer des valeurs qui sont très décotées. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une logique de marge qu'il faut avoir quand on sélectionne ces valeurs. Christian, merci.